Chers étudiantes et étudiants, maintenant nous allons passer à la leçon numéro 5 du module mathématiques 2. Cette leçon a pour titre « Développement en série entière ». Cette leçon vient juste après la leçon précédente où on avait introduit d'abord les séries entières. Maintenant, rappelez-vous, on avait une série entière dont on cherchait le rayon de convergence et surtout dont on cherchait la somme. Maintenant, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'opération inverse. On se donne une fonction. Est-ce qu'elle peut être la somme d'une certaine série entière? Vous voyez, finalement, donc, dans les deux leçons, qu'est-ce qu'on aura vu? On aura vu, à partir d'une série entière, trouver une certaine fonction, qui est sa somme, ou, dans cette leçon-là, à partir d'une certaine fonction, comment trouver son développement en série entière. Donc, la première partie de cette leçon va être justement, qu'est-ce que ça signifie, développable en série entière. Définir des séries entières très particulières qui s'appellent Maclaurin. Je voudrais tout simplement vous faire remarquer que cette notion de Maclaurin, on a déjà vu ceci précédemment. Comme toujours, opération sur les applications développables en série entière. Et enfin, on va voir les développements en série entière usuels, dans le sens où on a certaines fonctions qui sont parmi les fonctions usuelles, les fonctions exponentielles, les fonctions quelques logarithmes, fonctions sinus, cosinus, et ainsi de suite. Et donc, on va donner leur développement en série usuelle. Fonctions développables en série entière. Qu'est-ce que cela signifie? Je prends f, une fonction définie sur un certain ouvert oméga de c. En fait, nous travaillerons beaucoup plus sur R, mais pour plus de rigueur, ceci est aussi valable pour la variable complexe z. D'ailleurs, c'est très très intéressant, on verra tout à l'heure. Bien sûr, K, c'est toujours l'ensemble des réels ou des complexes. Donc, comme variable, je peux prendre des complexes ou aussi des réels. Comme valeur des applications, je peux aussi prendre des réels aussi. Pardon. On dit que f est développable en série entière en un point x0 de oméga s'il existe une série entière sigma de an xn et un réel ρ qui est positif tel que pour x proche de x0, la notion de proche ici c'est donné par ρ qui est ici, implique que f de x est exactement la somme de quelle série, d'une certaine série entière, n égale à 0 à l'infini, de an x moins x0 à la puissance n. Alors, il ne faut pas croire que ceci et ceci sont différents. Ici, c'est la notation habituelle d'une série entière. Ici, on va dire, je prends la série entière avec la variable, au lieu de prendre x, on va prendre x moins x0. Rappelez-vous, en fin de compte, quand on voulait faire les développements limités et les comparaisons, pour travailler avec autour d'un point x0, en fait, on faisait un développement en x moins x0 à la puissance n. Alors, dès maintenant, faisons la remarque que travailler au voisinage de x0 se ramène par un changement de variable qui est ici une translation à se ramener à 0. Donc, finalement, nous, on travaillera uniquement avec les développements en série entière en 0, sachant que si vous avez maintenant une question qui est trouver le développement en série entière de telle fonction au point x0, vous allez dire, je fais le changement de variable u égale x moins x0, je me ramène en 0, je cherche mon développement en u à la puissance n, et enfin, je remplace u par x moins x0 à la puissance n. Vous savez que cette opération, on l'avait déjà fait en mathématiques 1 lors de la leçon sur les développements limités. Ça va être à peu près la même chose. Sauf qu'ici, pour le développement limité, on s'arrêtait à un certain ordre qui était prédéfini d'avance. Ici, on va jusqu'à plus l'infini. Donc, dire développable en série entière si la somme, c'est-à-dire si la fonction coïncide avec la somme d'une certaine série entière où on remplace x par x moins x0 au voisinage de x0. Série de Maclaurin. Je prends toujours mon ouvert C, je prends
qui contient 0. Je prends f, application de classe C infini, valeur dans K. On suppose aussi que cette fonction est C infini à l'origine, c'est-à-dire en haut. La série entière écrite de cette manière, vous voyez, c'est la définition. 1 sur n factoriel, fnm de 0, t à la puissance n, est appelée série de Maclaurin. Remarque, on ne précise pas ici si cette série converge ou diverge. À la limite, ce qui nous intéresse, c'est la définition de cette série. Donc, dès qu'on a une écriture comme ça, ça va s'écrire, ça va se nommer série de Maclaurin de f en 0, en évitant même de parler ici de convergence ou divergence. Problème, est-ce que cette fonction coïncide avec série ou ne coïncide pas? Ça, c'est autre chose. Cette série entière s'appelle tout simplement série de Maclaurin de f en 0. Vous voyez pourquoi en 0, on aurait pris ici t. Si on voulait maintenant la série de Maclaurin en x0, on aurait écrit t moins t0 ou t moins x0 à la puissance 1. Alors, la notation suivante, DSE, c'est développable en série entière. Maintenant, nous allons définir et donner cette proposition qui est très importante. Si f est développable en série entière en 0, alors nécessairement f doit être C infini en 0. Et la somme de la série entière est égale à f dans un voisinage de 0. Donc, si vous voulez, f DSE en 0, cela signifie que au voisinage de 0, j'ai quel que soit, il existe un certain ρ positif, quel que soit x appartenant à moins ρ, j'ai f de x qui coïncide avec une certaine somme n supérieure ou égale à 0 à an x à la puissance n, et mieux que ça, an va être égal à 1 sur n factoriel fnème de 0, c'est-à-dire que nécessairement, dans le cas où f est développable en série entière, la somme coïncide avec la fonction, la somme de la série entière coïncide avec la fonction dans un certain voisinage, et que la série entière coïncide avec la série de Maclaurin de f en 0. Ça signifie tout simplement qu'on retrouve un petit peu nos résultats qui paraissent assez intuitifs. La démonstration de ce genre de résultat est assez difficile. Ce n'est pas notre rôle maintenant de donner ce genre de démonstration, mais ce qu'il faut savoir, dans le cas de développabilité en série entière, f coïncide avec la somme d'une certaine entière, et en fait, cette série entière n'est que sa série de Maclaurin. Donc, cette proposition, finalement, comme résumé, f développable en série entière, alors f coïncide avec la somme de sa série de Maclaurin, ce qui suppose bien sûr que la série de Maclaurin est convergente. Une condition suffisante du développement en série entière. Je prends toujours oméga ouvert de C contenant 0. Bien sûr, pour avoir le développement en série entière, une condition nécessaire, c'était déjà que la fonction soit de classe C infinie. Donc, on suppose ici f de classe C infinie. Dire que f est développable en série entière, c'est il existe un R positif, il existe un nombre M positif ou nul, tel que pour tout P, pour tout X dans moins R, petit r, pour tout P entier, la valeur absolue ou le module dans le cas complexe de la dérivée PIM en X est bornée par M. Vous voyez ici, ça signifie que cette quantité est majorée indépendamment de quoi? Indépendamment de X et de P. Cette quantité-là, où il y a P et X, est indépendamment majorée de P et X. Donc, ça, c'est une condition suffisante, autre condition nécessaire. Dans ce cas-là, la fonction est développable en série entière. Et justement, le petit r qu'on avait désigne, non pas, là on ne peut pas le dire exactement le rayon de convergence, mais c'est au moins égal au rayon de convergence. C'est-à-dire que le rayon de convergence peut être un peu plus grand. Mais, si on établit cette proposition sur petit r, c'est
Au moins ça. Opération sur les développements en série entière. Alors, avant de passer à cette opération sur les développements en série entière, on a envie quand même de donner un petit exemple où on cherche toujours un rayon de convergence, mais surtout la somme. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la somme. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir, par exemple, sigma, je vais dire n au carré Zn, pour n positif ou nul, chercher R et chercher somme. Donc, vous voyez, c'est une question qui est... Pourquoi? Parce que ce qu'on a envie de faire, c'est de dire, tiens, cette série entière n'est peut-être que le développement en série entière d'une fonction que l'on connaît. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Nous avons, par passage, par dérivation, pardon, c'est pas la peine de dire ça, 1 sur 1 moins z, nous avons déjà vu, lors de la leçon précédente, c'était égal à sigma de n supérieur ou égal à 0, Zn. Pardon, R ici, pardon, inférieur à 1, c'est-à-dire que R ici est égal à 1. Très bien. Dérivons à l'intérieur toujours de l'intervalle moins 1 plus 1 ouvert. La dérivée ici va me donner 1 sur 1 moins z au carré. Je dérive terme à terme. Pour n égale à 0, c'est une constante. Donc ça me donnera sigma de n supérieur ou égal à 1 de n Zn moins 1 qui naît par changement d'indice, comme on avait déjà vu, sigma pour n supérieur ou égal à 0 à n plus 1 z à la puissance n. Moralité. Sigma de n Zn plus sigma de n de Zn va être égal à 1 sur 1 moins z au carré. Pourquoi j'avais le droit de séparer les deux? Parce que je sais que par opération de dérivation, par toutes les opérations qu'on avait faites, on ne changeait pas le rayon de convergence. On est toujours dans le domaine de convergence de celle-là, on est toujours dans le domaine de convergence de celle-là. Celle-là, je la connais. J'en déduis sigma de n Zn égale 1 sur 1 moins z au carré, moins 1 sur 1 moins z, donc ça me donne z sur 1 moins z au carré. Très important, nous avons déjà pu calculer sigma de n z à la puissance n. De même, ce que nous allons faire, on avait la dérivée première, nous allons faire la dérivée seconde. La dérivée seconde, donc sigma de Zn, par dérivation, donc n supérieur ou égal à 0, ça me donne sigma de n Zn moins 1 pour n supérieur ou égal à 1, c'est la dérivée première, qui elle-même me donnera sigma de n supérieur ou égal à 2 de n moins 1 z à la puissance n moins 2. Ça, c'est la dérivée seconde. Alors, cette quantité, ça va être exactement égal à la dérivée de 1 sur 1 moins z au carré, ça va être 2 sur 1 moins z au cube. Réécrivons maintenant ceci en changeant d'indice. Vous voyez, n supérieur à 2, j'ai ici n moins 2, donc je fais un décalage de 2. Donc ça va être aussi égal à sigma de n supérieur ou égal à 0, de n plus 2, n plus 1, Zn. Si l'on développe, qu'est-ce qu'on va rester? On va obtenir sigma de n au carré plus 3 n plus 2 Zn, c'est toujours égal à cette quantité-là. Alors, je vais vous laisser finir. J'ai 2z à la puissance n, ça correspondra à la sommation 1 sur 1 moins z fois 2. 3nz à la puissance n, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça correspond à 3 fois z sur 1 moins z au carré. Donc, je prendrai cette quantité-là, moins 2 fois sur 1 sur 1 moins z, moins 3z sur 1 moins z au carré, et ainsi j'aurai obtenu sigma de n carré z à la puissance n. Vous voyez, en fait, ici, c'est l'utilisation de la dérivation, ici, qui nous a permis, en premier lieu, de dire que les rayons de convergence sont conservés, et en fait, en même temps, d'effectuer un calcul de somme de série. Alors, par ricochet, si vous voulez, par inverse, vous voyez, cette série-là est développable en série entière, et a pour développement en série entière cette série-là. Passons maintenant aux
opérations sur les applications développables en série entière. Somme et produit. Alors, j'ai deux applications développables en série entière de 0. Je prends deux scalaires alpha et bêta. Alors, alpha f plus bêta g est développable en série entière. C'est un petit peu ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ça signifie tout simplement que j'ai la somme ici de n carré zn avec 3n zn. Vous voyez le scalaire c'est 3, 2 fois 1 zn. Donc le scalaire ici c'est 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? La combinaison linéaire ici de f et g est donc développable en série entière. Et le produit aussi va être développable en série entière. Et j'aurai le développement en série entière de la somme, c'est égal à la somme des développements en série entière. Attention pour le produit. Hein, on n'a pas le droit de dire que le développement en série du produit est égal au produit développement en série entière parce que cette opération n'est valable non pas pour le produit tout à fait classique, mais pour le produit de Cauchy. Composition, je prends f et g, deux applications qui sont développables en série entière en 0. Rappelez-vous ce qu'on avait fait pour les développements limités. On avait dit, pour pouvoir parler de développement limité, il fallait que f de 0 égale à 0. Si il en est de même dans le cas ici de développement en série entière, je prends f et g, deux applications qui sont toutes les deux développables en série entière. Si f de 0 égale à 0, très important, g rend f est développable en série entière. C'est-à-dire que pour pouvoir composer, il faudrait que celle-là soit, f de 0 soit égale à 0. Alors, une petite explication. Je m'intéresse à ce qui se passe en 0. Donc, j'ai déjà un comportement de f, ce qui se passe en 0. Mais si f de 0 est différent de 0, je n'aurai plus développable en série entière en 0, mais j'aurai développable en série entière de g en f de x0, qui est f de 0 qui n'est pas nul. L'inverse, de la même manière, si f de 0 est différent de 0, 1 sur f est développable en série entière en 0. Pour la pratique, c'est un peu difficile quand même à obtenir, mais bon, on verra quelques exemples pour lesquels on peut faire ces calculs pratiques. Donc l'inverse, mais bien sûr, j'ai le droit je suis obligé quand même d'avoir f de 0 différent de 0 pour que la fonction soit définie dans le voisinage. Dérivation et primitive intégration d'applications qui sont développables en série entière. Alors, si f est développable en série entière, toutes ces dérivées successives vont être aussi développables en série entière. C'est l'opération de dérivation. Si f coïncide avec la somme d'une série entière sur un certain intervalle, donc l'intervalle, ça va être un intervalle qui va être l'intervalle de convergence, je sais que l'opération de dérivation ne change pas l'intervalle de convergence. Je sais que la série entière va être normalement convergente, et donc la dérivée de la somme va être égale à la somme de l'aire dérivée. Donc, cette proposition, en fait, est un corollaire de ce qu'on avait fait aussi bien pour les séries de fonctions que pour les séries entières. Donc, toutes les dérivées successives vont être développables en série entière en 0. Alors, pourquoi je dirais les dérivées successives? Parce que une condition nécessaire pour que f soit développable en série entière, c'est que la fonction soit C infinie, c'est-à-dire infiniment dérivable. Le développement d'une dérivée, je dirais ici la dérivée PIM, s'obtient en dérivant P fois, terme à terme, celui de f. Ça, on le sait déjà. Les primitives de f, maintenant, comment obtient-on les primitives? Ben, les primitives, tout simplement, si vous avez ici une fonction, vous avez sa primitive f de x égale, ici on va prendre intégrale, par exemple de 0 jusqu'à x, de f de t dt. Cette primitive-là, c'est la primitive qui s'annule en 0, mais j'aurais pu aussi prendre en petit a et faire le calcul correspondant. Donc, comment obtient-on le développement en série entière des primitives? C'est tout simplement en faisant de l'intégration terme à terme. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention. Si j'ai, par exemple, f de x qui est égal à sigma de n supérieur ou égal à 0 de an xn, f de x va être égal à quoi? Si j'écris ici en 0, je vais écrire ici grand f de 0. Hein? Donc, f de 0 plus intégrale de ceci terme à terme, ça va être sigma de n supérieur ou égal à 0. La primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1, donc an sur n plus 1,
xn plus 1, on peut maintenant aussi réécrire ceci d'autre manière en faisant un changement d'indice. Bien sûr, j'aurais pu prendre ici f de une primitive, par exemple, ici je peux changer par petit a. Dans ce cas-là, si vous voulez, cette primitive, cette quantité est nulle. Mais si je prends une autre primitive, je suis obligé de prendre f de 0 puisque je m'intéresse uniquement à ce qui se passe autour de 0. Développement en série entière usuel. Maintenant, nous passons aux fonctions d'application usuelles, classiques, pour lesquelles nous allons voir un petit peu quels sont leurs développements en série. Fonction exponentielle. Alors, la plus simple et la plus facile de toutes les fonctions pour lesquelles on peut faire cette notion de développement en série entière, c'est la fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que, déjà, on a dit tout à l'heure, la développabilité en série entière, on est obligé donc que la série entière en question coïncide avec la série de Maclaurin. La série de Maclaurin d'une fonction, vous savez que c'était n supérieur ou égal à 0 de f nième en 0 sur n factoriel x à la puissance n. Alors maintenant, si f de x égale exponentielle x, vous voyez que, je sais que la dérivée de exponentielle, c'est toujours la même. Donc, quel que soit n, f nième de 0 va être égal à 1. Moralité, exponentielle x va s'écrire sigma de 0, n supérieur ou égal à 0, de quoi? De 1 sur n factoriel, x à la puissance n. Bien sûr, c'est en 0. Rayon de convergence, bien sûr, à chaque fois, faire très attention, à chaque fois vous avez un développement en série entière, vous êtes obligé de préciser quel est le rayon de convergence. C'est tout à fait normal, puisque c'est la donnée du rayon de convergence qui va vous donner le lieu de validité de vos calculs. C'est-à-dire, c'est là où la série est convergente. Et en fait, on sait qu'elle est uniformément convergente, normalement convergente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Exponentielle x est égal à ceci. Alors, automatiquement, on passera à alpha à la puissance x. Je sais que alpha à la puissance x, il va être donné, on sait que alpha x est égal à exponentielle x log alpha. Les dérivés, vous voyez que à chaque dérivée, je vais sortir la dérivée première, je sors log alpha. La dérivée seconde, je sors log alpha, ainsi de suite. Donc, ici, f nième en 0, j'aurai donc c'est égal à log de alpha à la puissance, n. Moralité, alpha à la puissance x va coïncider avec alpha en 0 et rayon de convergence égal à plus l'infini. D'accord? Alors, maintenant, je peux définir ce qu'on appelle la exponentielle complexe. De la même manière, on pourrait dire, vous voyez ici, exponentielle xz, c'est un peu le même genre, zn sur n factoriel, x à la puissance n, avec un rayon de convergence égal plus l'infini, tout simplement parce que je sais dériver. L'opération de dérivation avec la fonction complexe est très très simple. Fonction trigonométrique. Alors, je prends la fonction cosinus x. Alors, la fonction cosinus x, ce n'est que, vous savez, exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et la fonction cosinus x n'est que la partie réelle la fonction cosinus x n'est que la partie réelle d'exponentielle ix. Je fais mon développement en série entière d'exponentielle ix. Donc, c'était l'écriture de tout à l'heure. Au lieu d'écrire x, je vais écrire ix. Et bien sûr, en utilisant que i carré égale à moins 1, il va y avoir des calculs, il y a des termes qui vont se simplifier, et donc j'aurai ceci. Remarque principale, la fonction cosinus x est paire. Vous voyez, je ne garde que les termes pairs. Les termes impairs sont tous nuls, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. De même, en prenant la partie imaginaire d'exponentielle ix, j'obtiens sinus x égal à ceci. Et bien sûr, sinus x étant impair, je ne garderai que les termes impairs. Dans les deux cas, puisque j'ai travaillé avec une fonction exponentielle dont le rayon de convergence est égal à plus l'infini, j'obtiendrai une partie réelle, de cosinus et sinus, qui sont aussi, toutes les deux, de rayon de convergence égal à plus l'infini. Alors, bien sûr, qui dit exponentielle dit
aussi fonction trigonométrique hyperbolique CHX et SHX. Maintenant, je sais que CHX, c'est la partie paire de la fonction exponentielle. Donc, je prendrai la partie paire du développement d'exponentielle. Vous remarquez que CH est une fonction paire. Je ne garderai que les termes pairs. Rayon de convergence plus l'infini, puisque c'est issu un petit peu de la fonction exponentielle. De même, en prenant la partie impaire, j'obtiens SH de x est égal à cette quantité-là. Il est facile un petit peu, à partir du développement en série entière de la fonction exponentielle, d'obtenir ceci, et d'obtenir que le développement en série entière en 0, hein, c'est ce terme-là, où on ne garde bien sûr que les termes impairs, le rayon de convergence étant toujours égal à plus l'infini. Alors, 1 plus x à la puissance alpha. Alors, 1 plus x à la puissance alpha, on pourrait traiter ça de deux manières. Hein? Je vais juste écrire, je prends f de x égale à 1 plus x à la puissance alpha. Sa dérivée est égale alpha 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Donc, si vous voulez, alpha f de 0 est égal à 1, f' de 0 est égal à alpha. Alors, là où ça commence un petit peu à se corser, f seconde de x est égal à alpha, alpha moins 1, 1 plus x à la puissance alpha moins 2. F seconde de 0 va être égal à alpha, alpha moins 1. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je passe à f tierce de 0, ça va être égal à alpha, alpha moins 1, alpha moins 2. Vous voyez que cette écriture devient de plus en plus compliquée, et le fait de décrire la série de Maclaurin va être un peu compliqué. Alors, on se tourne vers une méthode qui est un peu plus simple. On verra prochainement dans le cours des équations différentielles comment on résout les équations différentielles. En fait, on va dire, je prends 1 plus xy' égale alpha y, qui est vérifié par cette application-là. C'est très simple. Hein. Vous dérivez, vous multipliez par 1 plus x et vous obtenez alpha y. Ainsi, nous obtiendrons 1 plus x à la puissance alpha égale, terme d'ordre n, c'est alpha moins alpha plus 1, ainsi de suite, jusqu'à ce 6 sur n factoriel, x à la puissance n, où rayon de convergence est égal à 1. Faire attention, cas particulier, si je prends alpha égale à moins 1, j'aurai 1 sur 1 plus x est égal sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n. Rappelez-vous une chose, on va faire un petit peu une sorte de parallèle entre les développements limités. Le dl en 0 à l'ordre, si vous voulez, bon, à l'ordre n, ou je dirais plutôt à l'ordre n pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les indices, de la fonction 1 sur 1 plus x, rappelez-vous que c'était 1 sur 1 plus x égale 1 moins x plus x carré, ainsi de suite, plus moins 1 à la puissance m, x à la puissance m, plus un petit taux de x à la puissance m. Alors, le développement limité, c'était l'approximation par un polynôme. Vous remarquez maintenant que le développement en série entière en 0 de 1 sur 1 plus x, c'est 1 plus x égale sigma de n égale à 0 à l'infini, de moins 1 à la puissance nxn. Vous remarquez que ça commence par 1, moins x plus x carré, ça va jusqu'à m, mais en fait ça va jusqu'à l'infini. La différence entre ces deux-là, c'était un comportement local en 0, donc un polynôme plus un reste. Ici, c'est que la fonction coïncide avec sa série de Maclaurin en 0. Donc, la même chose qu'on fait pour 1 sur 1 plus x, on aurait pu faire aussi avec 1 sur 1 moins x, vous allez voir. Je fais ce changement de variable. Pourquoi je fais ce changement de variable? C'est un petit peu, en fait, une fonction, il s'agit quand même tout simplement de la composition. Alors, la composition avec quoi? Avec la fonction qui a x associe moins x. Alors, dans ce cas-là, les moins 1 à la puissance n vont si vous voulez, vont se simplifier et il va me rester 1 sur 1 moins x, qui est très importante, est égal à sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini de x à la puissance n. On l'avait déjà trouvé, ceci, si vous vous rappelez. On l'avait déjà trouvé d'une autre manière en disant, tiens, ça, c'est une série géométrique, on avait fait les sommes partielles et on avait trouvé ceci. Donc, vous voyez, finalement, faire la somme, c'est trouver 1 sur 1 moins x. Développer en série entière, c'est trouver la somme. Donc, vous voyez, c'est surtout ceci qui nous importe. Trouver un développement en série entière, trouver la somme. Et on sait déjà que le rayon de convergence était égal à 1. G log de 1 plus x. Quand je le dérive,
ça me donne du 1 plus x. Si, donc, je sais faire le développement de 1 plus x, enfin, pardon, de 1 sur 1 plus x, j'aurai par primitive, vous voyez ce que je fais? Et donc, ça me donnera ceci. Bien sûr, 1 sur 1 plus x, son développement avait pour rayon de convergence 1. Par intégration, j'obtiendrai toujours un rayon de convergence qui est égal à plus 1. Je fais encore de la même manière un changement de variable ici pour x moins 1 pour obtenir log de 1 moins x qui va être ici 1 moins ceci. Juste pour pratiquement comment on fait, hein, pratiquement on va faire ceci. Je sais que 1 sur 1 plus x est égal à 1 moins x plus x carré moins x au cube, etc. Logarithme de 1 plus x va être en 0, log de 1 plus 0, c'est 0. Donc, je l'écris quand même, hein, pour que vous fassiez attention, jamais oubliez ça. Primitive de 1, c'est x. Primitive de x, moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus... Et là, je fais des pointillés, je n'ai pas de petit o, puisque je ne m'intéresse pas au développement limité. De même, je prends, vous savez que l'arc tangente a pour dérivée donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire deux opérations. La première opération, c'est écrire que sigma, 1 sur 1 plus u, s'écrit sigma de n supérieur ou égal à 0, de moins 1 à la puissance n, u à la puissance n. Ça, on le sait. Maintenant, je remplace u par quoi? Par x carré. Donc, c'est une sorte, ce qu'on appelle composition. Vous voyez que u de 0 égale à 0. X carré en 0 va s'annuler. J'ai donc le droit de faire ce changement de variable. 1 sur 1 plus x carré va être égal à sigma de n positif ou nul de moins 1 à la puissance n. Vous voyez u étant égal à x carré, donc j'aurai x à la puissance 2n. Et enfin, par opération de primitive, arc tangente x va être égal. Arc tangente en 0. Je ne l'oublie jamais. Alors, plus, bien sûr, sigma de n supérieur ou égal à 0 de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1, x à la puissance 2n plus 1. D'accord? Donc, même chose, on aurait pu aussi... alors, petite remarque, ce développement est, dans ce cas-là, c'est un cas particulier, et encore valable si x égale à plus 1 moins 1, mais ça c'est un exercice à démontrer, et non pas une proposition. C'est parfois, c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Alors ici, dans ce cas-là, c'est valable. Alors, pour l'arc sinus, hein, pour ne pas trop allonger un peu ceci, bon, je sais que la dérivée de l'arc sinus, c'est 1 sur 1 moins x carré. J'écris la primitive et je fais exactement la même chose pour l'arc sinus. Donc, pour les fractions rationnelles, très important, on verra un exemple tout à l'heure. Fraction rationnelle, vous voyez, quand vous aurez 1 sur alpha moins x, vous dites, bien sûr, il faudrait prendre quand même alpha différent de 0. Donc les fractions rationnelles qui n'ont pas 0 comme pôle. 1 sur x ne peut pas être développable en 0 parce qu'il n'est même pas continu. Donc je ne peux pas avoir alpha égal à 0. Donc dans ce cas-là, j'écris 1 sur alpha, 1 moins x sur alpha. Je fais le changement de variable ici, u égale x sur alpha. Je me ramène à 1 sur 1 moins u, qui me donne n égale à 0 à l'infini de u à la puissance n. Je remplace donc u par sa valeur qui est x sur alpha. Ça va me donner ceci, et donc ça va me donner ceci. Alors, ici, vous voyez, quand j'ai remplacé x sur alpha par u, le rayon de convergence était égal à combien? Était égal à 1. Ça signifie que module de u doit être inférieur à 1. Si je remplace u par sa valeur, module de x sur alpha est inférieur à 1, ce qui signifie tout simplement que module de x est inférieur à module de alpha. Et dans ce cas-là, vous voyez, le rayon de convergence, ça va être égal à module de alpha. Alors, si je fais ceci, je peux dériver autant de fois que je veux. Et donc, j'aurai ceci de cette manière-là. En fait, ce qu'on peut démontrer, on peut démontrer que quand on a une fraction rationnelle, si on a une fraction rationnelle,
je la décompose en éléments simples. Remarquez que ceci est une constante. Hein, c'est depuis qu'on a fait l'intégration, on a fait beaucoup de choses. Chaque fois que j'ai une fraction rationnelle, je décompose en éléments simples. Si je décompose en éléments simples, j'obtiendrai des termes du type. Alors maintenant, on passe au complexe. On obtiendra des termes du type 1 sur un certain alpha moins x à la puissance un certain n, ou un certain m. Alors vous voyez, je connais le développement de 1 sur alpha moins x. Par dérivation, j'obtiens celui de 1 sur alpha moins x au carré. Je ne changerai pas ici le rayon de convergence qui est alpha. C'est toujours alpha. Et donc par alpha moins x à la puissance m. Alors maintenant, quand on a une fraction rationnelle, je vais juste illustrer ça de manière. J'ai par exemple alpha 1 moins x à la puissance m, et j'ai 1 sur alpha 2 moins x à la puissance p. Je fais ici m dérivation de 1 sur 1, alpha 1 moins x, mais le rayon de convergence ici c'est alpha 1. Ici je fais p dérivation de 1 sur alpha 2 moins x, mais j'ai ici comme rayon de convergence alpha 2. Alors, je sais que c'est une somme, donc je dois prendre le minimum. Donc en fin de compte, rayon de convergence, ici, est égal à min de module de alpha 1, module de alpha 2. Alors alpha 1 et alpha 2 sont les pôles. Donc vous voyez un petit peu, on peut généraliser ceci. On peut généraliser ceci en disant, si une fraction rationnelle est développable en série entière, en 0, le rayon de convergence est le module le plus petit module des pôles que nous avons. Alors, je vais finir par donner un petit exemple de développement en série entière, surtout, justement, un développement ou une décomposition d'éléments simples. Je prendrai ici f de x égale x carré moins x plus 2 sur x4 moins 5x carré plus 4. Alors, on démontre que les pôles ici sont 1, moins 1, 2 et moins 2. Un calcul ou encore une décomposition d'éléments simples me donnera moins 1 tiers, ou pardon, 1 tiers, 1 sur 1 moins x, plus 2 tiers, 1 sur 1 plus x, moins 1 tiers, 1 sur 2 moins x, moins 2 tiers, 1 sur 2 plus x. Vous voyez ici, ce développement en série entière va me donner 1 sur 1 moins x. Donc ça, je sais ce que c'est. C'est sigma de 1, 0 à l'infini de x à la puissance n. Ici, ça va être sigma de 0 à l'infini de moins 1 à la puissance n xn. Je remarque ici que le pôle c'est 1, son module c'est 1, ça on le savait. Le pôle ici c'est moins 1, son module c'est 1. Ici, le pôle c'est 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir le 2 et obtenir ici x sur 2. Le pôle ici c'est 2, donc le rayon de convergence uniquement ici c'est valeur sur 2. Le pôle c'est moins 2. Le rayon de convergence ça va être valeur sur 2. 1, 1, 2, 2. Donc, le minimum, ça va être 1. Et donc, après, on peut maintenant appliquer la formule de 1 sur 1 moins x, la formule de 1 sur 1 plus x, la formule de 1 sur 1 moins x sur 2 en isolant le 2 ici, 1 sur 1 plus x sur 2 en isolant, et on obtiendra là le développement en série entière de cette fraction rationnelle. Vous voyez, très très simple. Mais l'opération très importante, c'est la décomposition en éléments simples, opération qui, je crois et j'espère, a déjà été vue en cours d'algèbre 1 ou algèbre 2. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur le développement en série entière de fonctions. Pour plus